Bonjour, nous allons réaliser la correction complète du sujet de bac 2026 Métropole jour 2. Au programme, en chimie, un exercice sur le titrage conductimétrique, de la cinétique chimique et de la spectroscopie. Et en physique, de la thermodynamique ainsi que les lois de Kepler. Je vous recommande de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le résoudre par vous-même avant cette correction détaillée. Dans cet exercice, sur la boisson, le kéfir de fruits, une boisson fermentée. Donc en fait, dans cet exercice, nous avons une recette, 20 grammes de grains de kéfir, 20 grammes de sucre, du citron, de la figue et de l'eau du robinet. Il faut introduire le tout dans un bocal et ensuite, on laisse 24 heures à fermenter. Donc cette première partie d'exercice sur le titrage conductimétrique, ça va être de vérifier si l'eau du robinet, elle est bien compatible avec notre recette. Pourquoi? Parce que s'il y a trop d'ions chlorure dans l'eau du robinet, ça ne pourra pas fermenter. Donc titrage des ions chlorure par méthode conductimétrique. Donc on va prendre un volume assez grand d'eau, V1 égale à 250 millilitres d'eau du robinet, et on va titrer cette solution par du nitrate d'argent, à une concentration de 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On nous donne l'équation du titrage, Ag plus AQ plus Cl moins AQ donne un solide AgCl. Donc on nous donne en données la masse molaire du chlore et les conductivités molaires ioniques à 25 degrés d'adhésion. Alors quand on nous donne ça, généralement, c'est pour prévoir l'évolution de la forme de la courbe de titrage. Alors d'abord, première question, on va nous demander de faire le schéma d'un dispositif de titrage conductimétrique. Alors déjà, le premier récipient, la première chose à choisir, c'est le bon récipient. Donc généralement, dans les titrages, vous avez deux possibilités de récipients, soit un Becher, soit un Erlenmeyer. On préfère souvent l'Erlenmeyer quand on agite, pour éviter les éclaboussures. Le gros problème de l'Erlenmeyer, c'est qu'on ne pourra pas insérer de sonde, puisque le col est trop étroit. Donc le cas particulier où on n'utilisera pas l'Erlenmeyer, ça sera les titrages avec sonde, donc pH métrique par exemple ou conductimétrique. Donc là on est obligé de prendre un Becher. Si on avait pu, on aurait pris un Erlenmeyer. Il faut un grand Becher, hein, on voit un volume de 250 millilitres, c'est pas pour rien, on verra plus tard pourquoi. Si on prend un volume trop faible, on va avoir des petits problèmes. Donc dans notre bécher, donc la solution titrée d'eau du robinet 250 millilitres. Ensuite, dans notre burette, la solution titrante, du nitrate d'argent, 10,2 mol par litre. Et donc, on a bien séparé les deux. On peut rajouter donc l'agitateur magnétique et le barreau aimanté pour l'agitation continue, pour bien homogénéiser notre solution. Et donc, j'ai tout dit pour ça, donc conductimètre et sonde conductimétrique. Alors, on va regarder l'évolution des quantités de matière de Na plus Cl- et AgCl avec un programme Python. Alors, très souvent maintenant, on a des programmes Python à compléter dans les exercices du bac. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est souvent assez simple, mais il faut avoir un minimum de niveau Python. Alors, si je regarde le programme qui est fourni, on nous donne la concentration C1, V1, C, Vmax et VE. Alors là, la difficulté, enfin en tout cas la difficulté, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, si on regarde dans la ligne de commentaires, les volumes sont en millilitres. Donc ça peut créer des petits soucis pour la suite. Parce qu'un souci, puisque généralement dans les formules, on a le volume en litres, puisque nous avons des concentrations en mol par litre. Et donc il faut la même unité dans les deux cas. Donc première chose, il faut compléter la ligne 4 et la ligne 5, donc V1 égale et C égale. Alors là, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder dans l'énoncé. On voit qu'on a un volume V1 de 250 millilitres. Donc l'erreur, c'était d'écrire 0,25. Donc là, on écrit bien 250, hein, puisque c'est des millilitres. Et ensuite, il faut écrire donc, la concentration qui est 1 fois 10-2 mol par litre. Donc attention en Python, la puissance de 10, on met un E. Donc on écrit 1E moins 2. Encore une autre question 3, encore une autre ligne Python à compléter. Donc on veut compléter la ligne de numéro 7, VE égale. Donc là, il va falloir faire un calcul, c'est écrit dans la ligne de commentaires, calcul du volume en millilitres. Donc attention, on est aussi en millilitres à l'équivalence. Donc à l'équivalence, vous savez que la quantité d'espèces initiales titrées, donc Cl- est égale à la quantité à l'équivalence d'espèces titrantes, Ag+, et ne pas oublier de diviser par le coefficient stoichiométrique. Donc si je regarde dans l'équation qui est fournie, on a un coefficient 1 devant Ag+, et un coefficient 1 devant Cl-.
Donc on aura Ni de Cl- sur 1 égale Nec de Ag+ sur 1. Si on remplace la quantité de matière par la formule C fois V, donc pour l'ion chlorure, on va avoir C1 fois V1. Et pour l'ion argent, on va avoir C fois VE. Et comme on demande de trouver VE, donc VE, ça sera C1V1 sur C. Donc là, la difficulté en Python, c'est de mettre une étoile pour la multiplication. Alors, comme on a V1 qui est en millilitres, on aura automatiquement VE en millilitres. Donc, on n'a pas besoin de faire divisé par 1000 ou autre, hein. Alors ensuite, là, c'est un petit peu plus technique, un peu plus compliqué pour la dernière ligne de Python à comprendre. Donc, on vous demande de vous appuyer sur les lignes 13 et 11, 11 et 13, et de compléter la 15. Donc ça, souvent, quand c'est un peu technique en Python, on vous donne un modèle et il faut essayer de l'adapter. Donc, on vous dit n titrant, 0, 0, et on a un calcul. N titré, un calcul, 0, 0. Alors déjà, on va avoir une liste avec trois valeurs. Alors, si on regarde en dessous, on a V qui vaut 0, VE, Vmax. Donc en fait, dans la liste, la première valeur, ça correspond au volume V0. La deuxième valeur, c'est la quantité de matière pour le volume VE. Et la troisième valeur, c'est pour le volume Vmax. Pour n titré, c'est la même chose. Donc il va falloir essayer de comprendre un petit peu l'évolution des quantités de matière pour pouvoir remplir notre produit, n produit. Donc déjà, n produit, la première valeur, c'est assez facile puisque quand V égale 0, automatiquement, on n'a rien produit. Donc la première valeur de la liste, ça sera 0. Alors la deuxième valeur, il va falloir un petit peu réfléchir. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la quantité de matière quand V égale VE? Alors, on a vu tout à l'heure que la quantité de matière de Ag+ apportée, c'était C fois VE. Et si je regarde mon équation, on voit qu'on forme autant d'AgCl qu'on ne détruit de Ag+. Donc, on aura également C fois VE. Donc, on va écrire pour n produit C fois VE. Alors là, attention, c'est là où il y a un piège. C'est que à partir du moment où C est en mol par litre, VE doit être en mol par litre. Et c'est pour ça qu'il y a ce coefficient fois 0,001. Alors, on aurait pu l'oublier, mais c'est pour ça qu'il vous dit de bien regarder les lignes 11 et 13. Et là, on le voit, le fois 0,01, hein, c'est ce problème des millilitres à passer en litres. Donc là, c'est au volume équivalent. Et ensuite, il faut réfléchir à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire une fois que j'aurai passé ce volume équivalent. Bah, en fait, à partir du moment où le volume équivalent est passé, il n'y aura plus de transformation chimique, donc il n'y aura plus de produits formés. Donc finalement, la quantité elle va rester stable, et donc on va de nouveau avoir C fois VE fois 0,01, hein. La quantité va rester stable, on va avoir un palier. Voilà, donc pas évidente celle-ci, je trouve, mais il fallait bien regarder les modèles des lignes 11 et 13 et avoir un petit peu de compétence et de comprendre un petit peu l'évolution des quantités quand on ajoute un volume d'espèces titrantes. Alors ensuite, on va s'intéresser à une espèce qui est importante pour un titrage conductimétrique, c'est l'espèce spectatrice. Alors autant les spectateurs, généralement, ils ne nous intéressent pas dans les titrages, sauf les ions. Sauf les ions qui vont être spectateurs puisqu'ils vont participer à la conductivité de la solution, hein. Donc là, on va s'intéresser à l'ion nitrate. Donc le but, ça va être d'ajouter à la courbe, puisque là on a une courbe qui prévoit l'évolution de la quantité d'ion argent, d'ion chlorure et de chlorure d'argent au cours du titrage. Et donc il va falloir rajouter une quatrième courbe pour prévoir les ions nitrates, parce qu'eux, ils seront importants pour notre évolution des pentes. Il faut un petit peu réfléchir à tout ça. Donc l'ion nitrate, il est dans la burette. Donc s'il est dans la burette, sa quantité, et qu'il n'est pas consommé, s'il est dans la burette et qu'il n'est pas consommé, à chaque fois que je vais rajouter un volume de solution titrante, ça va rajouter des ions nitrates. Donc forcément, comme le volume de solution titrante ajoutée augmente, on va avoir une courbe, hein, qui va monter tout le long du titrage. Et comme la quantité de matière, elle va être proportionnelle au volume de solution, hein, puisqu'on a quantité de matière, ça va être C fois V,
Et donc, on aura une droite qui passera par l'origine. Alors maintenant, il faut trouver la pente de cette droite. Alors pour cela, moi je pense, alors il y a plusieurs méthodes, hein. Moi ce que je pense qui est pas mal, c'est qu'après l'équivalence, on va ajouter autant en quantité de matière de Ag+ que de NO3-. Et donc en fait la pente d'Ag+, qu'on va représenter ici, ce sera la même que la pente de NO3-. Et donc en fait on en a trouvé notre pente, on n'a plus qu'à faire notre droite qui passe par 0 et qui a la même pente. Voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Et donc on a bien la quantité de matière de nitrate qui va augmenter entre V égale 0 et V égale 25. Donc là, on va avoir une question un peu difficile, la question 6. Il va falloir essayer de prévoir l'évolution des courbes au cours du titrage. Donc comment expliquer la forme de la courbe conductimétrique? Donc pour cela, on rappelle les données des conductivités molaires ioniques des ions qui nous intéressent. Et ensuite, si on regarde un peu plus loin, on pourra vérifier tout à l'heure, on nous donne dans la question suivante la courbe réelle, donc ça nous permettra de nous guider un petit peu, hein, de savoir ce qu'on va trouver. Alors déjà, la première chose à faire, c'est l'inventaire de toutes les espèces qui sont dans le milieu, et ne retenir uniquement que les espèces ioniques. Donc on a Ag+, on a Cl-, on a NO3-, on a AgCl, mais AgCl, on ne va pas le compter puisque c'est un solide, il ne va pas participer à la conductivité. Donc il faut savoir que la conductivité est directement liée aux concentrations des espèces. Sauf que nous avons que des études de quantité de matière. Alors ça, c'est pas très grave, puisque quantité de matière et concentration sont proportionnelles à partir du moment où le volume reste constant pendant le titrage. Alors là, on a un gros problème, puisque le volume, il reste pas constant, et on ajoute 25 millilitres. Donc c'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est de prendre un volume initial assez élevé. Donc là, on a pris 250 millilitres, ce qui fait qu'on aura une variation de 10% de volume. Alors c'est pas zéro, ça peut pas être parfait, mais c'est toujours mieux que par exemple si on était parti de 10 millilitres, où là par exemple ça aurait été catastrophique. On n'aurait pas pu avoir directement notre étude en quantité de matière. Il aurait fallu passer par d'autres calculs un peu plus techniques. Donc ici, pas de problème. On va faire notre étude en quantité de matière, parce que de toute manière, c'est proportionnel à la concentration, donc on n'aura aucun souci. On va essayer maintenant de prévoir l'évolution des quantités de matière de chacune de ces trois espèces. Donc d'abord, Ag+. Donc Ag+, c'est l'espèce titrante. Donc ce qu'il faut savoir pour une espèce titrante, c'est qu'avant l'équivalence, à peine on en rajoutera une petite quantité de matière, elle sera automatiquement détruite par l'espèce titrée. Donc déjà, la première chose, c'est qu'avant l'équivalence, l'espèce titrante, elle est toujours une quantité quasi nulle. Par contre, après l'équivalence, on continuera à ajouter l'espèce chimique, mais cette fois-ci, elle n'est pas consommée, donc sa quantité va augmenter. Donc pour Ag+, on a une quantité quasi nulle avant l'équivalence et qui augmente après l'équivalence. Pour l'ion chlorure, qui est l'espèce titrée. Donc l'espèce titrée, au départ, on en a une quantité assez élevée, et sa quantité ne fait que diminuer au fur et à mesure qu'on rajoute Ag+. Donc avant l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la quantité de matière de Cl- va diminuer. Et quand on arrive au volume équivalent, la quantité est quasi nulle, et ensuite, on a beau ajouter, comme c'est nul, automatiquement ça restera nul jusqu'à la fin. Comme on a vu tout à l'heure, la quantité de NO3- ne fait qu'augmenter avant ou après l'équivalence, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors tout ce qu'on vient de prévoir ici, évidemment, on aurait pu le faire en analysant le graphe Python qu'il nous a donné. On voit bien que la quantité d'ion argent est nulle jusqu'au volume équivalent et que ça augmente ensuite. On voit bien que pour l'ion chlorure, la quantité elle diminue jusqu'à 0, et on voit bien que pour les ions nitrates, la quantité ne fait qu'augmenter. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait prédit. Alors si on va faire un bilan ligne par ligne maintenant. Donc avant l'équivalence, qu'est-ce qui se produit? On a la quantité d'ion chlorure qui diminue, la quantité d'ion nitrate qui augmente. Ah, alors là, il y a une quantité d'un certain ion qui diminue, une quantité d'un autre qui augmente. Alors là, il va falloir aller regarder du coup les conductivités molaires ioniques. Alors, si je regarde déjà dans l'équation, ce qui est important, c'est qu'on a autant
d'ion chlorure qui diminue que d'ion nitrate qui augmente. On peut voir sur les pentes, hein, c'est les mêmes pentes, sauf qu'il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative. Et si je regarde les conductivités ioniques molaires, on voit que pour le chlorure, elle est légèrement supérieure à celle du nitrate. Légèrement, vraiment légèrement supérieure. Et donc on devrait avoir une légère baisse, puisque l'espèce la plus conductrice diminue, alors que l'espèce la moins conductrice augmente. Donc on devrait avoir une légère baisse, très légère, hein. Alors si on regarde un petit peu sur le graphe qui est fourni dans la question suivante, ben, là il y a quand même une baisse qui est assez forte, c'est assez étonnant. Ensuite, par contre, après l'équivalence, on a la quantité de matière d'Ag+ qui augmente et la quantité de matière d'N3- qui augmente, et donc automatiquement ça va augmenter. Donc on va bien avoir une courbe qui va être légèrement descendante et ensuite une courbe qui va être montante. Donc ça correspond bien à ce qu'on voit dans la question suivante. Alors on nous dit ensuite que pour que l'eau du robinet soit utilisable pour fabriquer notre boisson, elle ne doit pas dépasser 2 grammes par litre, d'ion chlorure. Alors pour cela, on nous dit que c'est un exercice qui est un petit peu difficile, donc il faut retrouver la concentration en ion chlorure, donc la concentration massique, hein, concentration en masse, on fait attention, en ion chlorure, et ensuite on va pouvoir conclure si on peut utiliser ou non cette eau. Alors généralement, quand on voit ce genre de phrases, le candidat est invité à prendre des initiatives, et cetera. Ça, généralement, c'est des questions qui sont un peu techniques, un peu délicates, de fin d'exercice. Donc on va essayer de voir tout ça. Alors déjà, le premier réflexe, quand on vous donne un titrage conductimétrique et un graphe comme ça, c'est d'aller repérer le volume équivalent. Alors pour repérer le volume équivalent, on se place dans deux portions de courbe et on va tracer deux droites. Et le point d'intersection des deux droites nous donnera l'abscisse qu'il faudra noter qui est le point équivalent. Donc si je regarde l'abscisse du point d'intersection, alors on est un tout petit peu en dessous de 11 millilitres. Ouais, un petit peu en dessous d'11 millilitres, donc on pourrait prendre par exemple 10,8 millilitres. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ensuite, on va s'intéresser à l'égalité à l'équivalence, qui nous dit que la quantité initiale d'ion chlorure sur 1, le coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité à l'équivalence apportée d'Ag+ sur 1. Donc en remplaçant par C fois V, donc on va voir que la concentration SL- fois V1 est égale à la concentration fois VE. Et donc, on peut en déduire la concentration Cl- qui sera CVE sur V1. Alors attention, le problème ici, c'est qu'on nous demande une concentration massique, hein, et non pas une concentration molaire. Donc la relation entre les deux, donc concentration massique, c'est concentration molaire fois masse molaire. Et donc, il vient C fois VE fois M sur V1. Alors si je remplace, que je fais l'application numérique, C on a 1 fois 10-2, VE on a 10,8, alors on peut laisser en millilitres puisque V on laissera en millilitres, fois 35,5 divisé par 250. Et si on fait ce calcul, on trouve 1,53 fois 10-2 grammes par litre, qui est vraiment très inférieur à 2 grammes par litre. Donc on est largement bon pour utiliser cette eau du robinet pour notre boisson, hein. Ben voilà, on a fini avec cette partie numéro 1 de l'exercice. Donc la suite de l'exercice sur le kéfir, la boisson fermentée, avec cette fois-ci une approche sur la cinétique chimique. Donc on vous donne l'équation de fermentation. Donc on va avoir du glucose qui va se transformer en éthanol et en CO2 gazeux. La particularité, c'est la formation d'un gaz. On nous donne également la masse molaire du glucose. Et ensuite, on nous dit que le suivi, il est fait avec une sonde particulière, hein, spécifique, qui nous permet de retrouver la concentration en éthanol. Donc on va remplacer le sucre de la recette par du glucose, donc 20 grammes, et on a un volume de boisson à préparer. Donc on nous dit, est-ce qu'on aurait pu utiliser une autre méthode pour repérer les quantités d'espèces au cours du temps? Alors c'est un petit peu technique comme question, commencer comme ça, puisque généralement le suivi cinétique il est assez facile à faire. On a généralement soit une évolution de couleur, on va faire un suivi colorimétrique avec la loi de Berlambert, etc. Soit on a un suivi conductimétrique puisqu'on va former des ions. On a généralement des choses qui sont assez faciles à faire, et là en fait on n'a rien de tout ça. Puisque si je regarde mon équation, on ne forme pas d'ions, donc ça on ne peut pas faire.
et en plus, il y a aucune des espèces qui est colorée. Donc là, toutes les méthodes classiques de suivi, elles sont pas adaptées. Donc il va falloir essayer de réfléchir à quelque chose et je vous avoue que c'est pas évident parce que, il y a pas de bonne méthode. Donc il y a 2 façons de raisonner. Alors déjà la 1re méthode qui est une méthode qu'on va jamais faire au lycée parce que c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long. On peut faire aussi ce qu'on appelle des méthodes chimiques d'analyse en continu. Alors c'est quoi une méthode chimique d'analyse? C'est qu'en fait on va prélever une partie une portion de l'échantillon à intervalles de temps réguliers et on va faire ce qu'on appelle un titrage, hein. On va titrer une des espèces, donc soit un des produits, soit un des réactifs et avant, il faudra faire ce qu'on appelle une trempe, c'est-à-dire baisser la température du milieu pour que la transformation s'arrête. Donc ça, cette méthode chimique qui est très lourde, hein, généralement on fera jamais ça parce que c'est beaucoup trop lourd à mettre en place, mais des fois s'il y a pas le choix, ça peut être une méthode. Donc ça, c'est la 1re façon de faire. Une 2e façon, alors je suis assez critique, mais il faut voir, c'est qu'une des espèces formées est un gaz. Et à partir du moment où une des espèces formées est un gaz, on peut avoir des facteurs qui vont varier, comme par exemple, la pression ou le volume de gaz formé et cetera. Donc si on veut jouer sur le côté gazeux du CO2, on doit pouvoir retrouver la quantité de CO2 formée. Alors le seul problème, c'est que le CO2, bah, il va se dissoudre dans l'eau, que le CO2, bah, c'est un acide qui va réagir avec l'eau pour former l'ion hydrogénocarbonate. Donc en fait, est-ce que vraiment, si on fait des mesures sur le CO2 formé, est-ce qu'on va vraiment pouvoir tout doser? C'est pas évident, hein. En tout cas, c'est sûr que les méthodes, elles sont pas extraordinaires et c'est pour ça que d'avoir une sonde à éthanol, c'est assez intéressant dans ce cas-là. Alors ensuite, on va nous demander de montrer que la quantité de matière de glucose s'écrit sous la forme quantité initiale moins concentration éthanol fois V boisson sur 2. Et on nous dit qu'on pourra s'appuyer sur un tableau d'avancement. Alors le tableau d'avancement, donc on va écrire d'abord l'équation. Donc le glucose donne 2 fois l'éthanol plus 2 fois le dioxyde de carbone. Donc si on prend x égale 0 l'avancement, donc la transformation n'a pas commencé, on va avoir pour le glucose la quantité initiale, c'est-à-dire N-glucose T0. Pas d'éthanol et pas de CO2 puisque la transformation n'a pas commencé. Et si on a un avancement x, ben à ce moment-là, comme le coefficient stoichiométrique devant le glucose c'est 1, on aura N-glucose T0 moins x. Et comme on forme 2 fois l'éthanol, on aura 2x et 2 fois CO2, 2x. Donc voilà, on a fait un petit tableau d'avancement qui va nous aider pour la suite. Alors pourquoi? Parce qu'on va raisonner sur la quantité de matière d'éthanol formée. Et si je regarde sur la quantité de matière d'éthanol formée, je vais avoir 2x. Et donc x, ça sera la quantité de matière d'éthanol sur 2. Alors pourquoi on fait ça? Puisque dans ce qu'on doit retrouver, on a concentration d'éthanol. Donc pour avoir concentration d'éthanol, on va tout simplement faire, donc quantité de matière d'éthanol, c'est concentration fois la V de la boisson. Et si j'injecte dans la ligne du tableau d'avancement, qui est que la quantité de matière de glucose, c'est N-glucose initial moins X, et donc qui vient N-glucose de T est égal à N-glucose de T0 moins C éthanol fois V boisson sur 2. Et on a répondu à la question. Alors maintenant, on va essayer de faire suivi cinétique avec du coup une loi d'ordre 1. Alors loi d'ordre 1, on verra un petit peu ce que ça veut dire juste après. Donc la question 10, à partir de la définition de la vitesse de disparition du glucose, et en supposant que cette vitesse suit une loi d'ordre 1, montrer que dérivée temporelle de la concentration est plus K fois concentration égale 0. Alors pour cela, on va donner 2 définitions qui sont vues dans cet exercice. Donc la première définition, on vous dit définition d'une vitesse. Alors qu'est-ce que c'est une définition d'une vitesse? Donc une vitesse, c'est la dérivée temporelle d de concentration sur dt. Alors le seul problème, c'est que la concentration pour une disparition, hein, donc pour une espèce réactive, la concentration elle va diminuer. Et donc automatiquement, on aura une dérivée négative. Et nous, on ne veut pas une vitesse négative. Donc quand on s'intéresse à la vitesse de disparition, on n'oublie pas de rajouter un petit moins devant. Et donc V est égal à moins d de C glu sur dt. Si ça avait été l'apparition d'un réactif, il n'y aurait pas eu le moins. L'apparition d'un produit, pardon, il n'y aurait pas eu de moins. Alors maintenant, l'ordre 1, on vous dit que c'est une loi d'ordre 1. Alors qu'est-ce que c'est une loi d'ordre 1? Ça veut dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration.
Donc, on va mettre K un coefficient de proportionnalité. Donc V est égal à K fois C. Et ensuite, quand on va rassembler ces deux formules, ben, on va obtenir K fois C est égal à moins D de C sur dt. Et voilà. Et donc, on n'a plus qu'à simplifier en additionnant D de C sur dt, et on obtient donc D de C sur dt plus KC égale 0. C'était ce qu'il fallait démontrer. Alors, de plus en plus, au bac, on vous demande d'établir l'équation différentielle. Donc, il faut savoir le faire hein, pour tous les chapitres, hein, RC, cinétique, thermo, etc. Des fois, c'est guidé, des fois, c'est pas guidé. Ben là, par exemple, c'était pas guidé. On vous donnait juste vitesse de disparition et ordre 1. Et si on n'a pas la vision, c'est pas si simple. Alors ensuite, quand on a une équation différentielle, évidemment, il faut la résoudre. Donc là, on vous donne la réponse, hein, on vous dit de justifier que la solution, ça vaut c égale c0 exponentielle moins kt. Alors là, il y a deux méthodes. Pour le faire, je vais vous présenter les deux méthodes et vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Moi, j'ai une préférence pour la méthode numéro 1, puisque c'est une méthode qui n'impose pas qu'on connaisse la réponse. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez arriver dans le supérieur, on ne vous donnera pas les réponses. Donc, si vous savez faire que la deuxième méthode, vous ne saurez plus travailler. Alors que si vous savez faire la première méthode, vous pourrez vous adapter. Donc, la première méthode, elle ne nécessite pas d'avoir la réponse, alors que la deuxième méthode nécessite d'avoir la réponse. Alors, première méthode. Donc, on va s'appuyer sur une résolution mathématique, hein, comment résoudre une équation différentielle en maths. Donc pour cela, en mathématiques, ce qu'on voit, c'est qu'on peut exprimer une équation différentielle de la forme y' est égal à y, plus b des fois. Ici, on n'a pas de coefficient b, donc ça va être assez simple, hein. Donc si je prends mon équation différentielle, si je laisse le terme dérivé seul dans son membre, on va avoir d de c sur dt est égal à moins kc. Et donc là, on regarde bien que le coefficient a hein, de notre forme mathématique, c'est moins k. Donc on a bien obtenu une dérivée est égale à une grandeur fois a. Alors comment on fait pour résoudre ce genre d'équation? Donc à partir du moment où le coefficient b, hein, on n'a pas de plus b, il est nul, ça va être une résolution en deux étapes uniquement, hein. Donc on va avoir une solution générale. Toutes les équations différentielles de ce type, elles ont une équation du type la grandeur est égale à une constante fois exponentielle at. Donc là, on va avoir donc c est égal à a exponentielle at. A, on a vu que dans ce cas-là, ça valait moins k, et donc on aura c est égal à a exponentielle moins kt. Alors le problème, c'est que ce a là, c'est une constante qu'il va falloir déterminer. Or généralement, on se place à t égale 0, et nous on sait que à t égale 0, c'est la concentration c glu 0. Alors dans l'exponentielle, a exponentielle 0, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'exponentielle 0, ça vaut 1. Donc a exponentielle 0, ça vaut a. Donc ça y est, on a trouvé notre coefficient a ça vaut c glu 0. Et si je remplace dans l'équation, on obtient bien ce qu'on devait trouver. C glu de t est égal à c glu 0 exponentielle moins kt. Donc voilà. Donc moi j'aime bien cette méthode puisqu'on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs chapitres et que finalement on n'a pas besoin de connaître la solution finale. On a juste à vérifier que ce qu'on obtient est la même chose que ce qui est donné. On a maintenant la deuxième méthode qui est valable aussi ici, qui nécessite d'avoir la solution finale. Donc on vous dit que la solution donnée, c'est c glu est égal à c0 exponentielle moins kt. Donc ça, on va l'appeler ça la relation 1. Cette relation, on va la dériver. D'accord? C glu, il faut la dériver. Donc si je dérive, alors on a une constante qui est c glu fois exponentielle moins kt. Alors les exponentielles avec un terme à l'intérieur, pour les dériver, il faut dériver le terme à l'intérieur de l'exponentielle et multiplier par le terme. Donc en gros, le terme dans l'exponentielle, c'est moins kt, donc il va rester moins k. Et donc, ça va être moins k qu'il va falloir multiplier à l'exponentielle, une fois dérivé. Et donc, on va obtenir que la dérivée de c par rapport au temps est égale à moins k fois c0 exponentielle moins kt. Donc, finalement, la dérivée, ça revient à la grandeur juste fois moins k. Voilà, donc ça, cette expression-là, on va appeler ça l'expression numéro 2. Pour réussir à faire ça, il faut savoir dériver les exponentielles. Donc ça, c'est dans le chapitre des dérivations sur l'exponentielle, c'est pas si évident, hein. Et ensuite, donc, cette relation 1 et cette relation 2, on va venir les injecter dans notre équation différentielle. Donc notre équation différentielle, c'était d de c sur dt est égal à kc. Et si je remplace, donc d de c sur dt, ça va faire moins kc0 exponentielle moins kt.
et ensuite plus k C0 exponentielle moins kt. Et là, ça, on voit bien que ça simplifie, que ça fait 0. Et comme ça fait 0, ça vérifie bien l'équation. Donc c'est une méthode qui nécessite la réponse. Je la trouve pas spécialement plus simple, personnellement, que la première. Certains sont peut-être plus à l'aise avec, c'est tout à fait valable. Si vous connaissez aucune des deux méthodes et que vous voulez apprendre à en utiliser une, je vous conseille la méthode 1, hein, qui sera plus facilement valable dans le supérieur, alors que la méthode 2, on vous donnera plus forcément les réponses plus tard. Donc voilà, donc ça c'était, pas si évident, il fallait savoir se débrouiller. Ensuite, on vous donnera, l'évolution en logarithme népérien de la concentration au cours du temps, du glucose et il faudra démontrer qu'on a bien une loi d'ordre 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Si je regarde, on a une droite décroissante qui passe pas par 0, donc on a bien une fonction affine et d'ailleurs si on regarde dans notre équation, on a bien un terme négatif fois t moins une constante. OK, donc on va essayer de retrouver la logique là-dedans et en quoi le fait que ce soit un ordre 1, on doit obtenir ce genre de courbe. Ça, c'est une courbe classique qu'il faut savoir faire, hein. Alors, comment on va faire? Alors déjà, on nous dit que c'est un ordre 1, on va essayer de démontrer ça. Alors, l'ordre 1 implique la réponse qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que la solution pour un ordre 1, c'est que c, c'est égal à c0 exponentielle moins kt. Alors nous, ce qu'on veut, c'est un terme logarithmique et népérien, hein, ça tombe bien, puisque ça va nous permettre de supprimer les exponentielles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le logarithme népérien des deux membres. Donc si je prends ln du membre de droite, ça fait ln de c, et le terme de gauche, j'ai ln de c0 fois exponentielle moins kt. Et on voit qu'on a dans le logarithme un produit. On sait en mathématiques que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc des ln de a fois b, ça vaut ln de a plus ln de b. Et donc on va pouvoir séparer en deux termes notre membre de droite. Donc on va avoir ln de c qui sera égal à ln de c0 plus ln de exponentielle moins kt. Or, on sait que ln de exponentielle de a ou exponentielle de ln de a, ça vaut a. Donc dans notre cas, on aura du coup ln de c qui sera ln de c0 moins kt. Si on regarde nos résultats et qu'on compare à l'équation de modélisation, ben on peut retrouver notre k, hein, k qui va être 5,34 fois 10 moins 6 seconde moins 1, on n'oublie pas l'unité. Alors pourquoi seconde moins 1? Parce que je vois que l'échelle des temps est en secondes. On fait bien attention, hein, parce qu'en cinétique, l'échelle des temps peut être en minutes, en heures, etc. Et on va avoir le ln de c0 qui sera moins 2,2. Donc ça fonctionne bien, hein, avec ce qu'on a voulu faire, hein. Donc on a bien montré que on attendait bien une fonction affine avec un terme négatif pour la pente. Alors on vous demande à partir de l'équation de modélisation de calculer la masse de glucose qui a été introduite. Alors dans le texte, on nous avait dit dans la recette qu'il fallait mettre 20 grammes. Donc on va vérifier si on a bien nos 20 grammes. Ce qu'on sait grâce à l'équation, grâce au terme de droite, c'est que ln de c0, ça vaut moins 2,22. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pas ln de c0, mais c0. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ln de exponentielle de a, ça vaut a, mais exponentielle de ln de a, ça vaut a également. Donc on va prendre l'exponentielle des deux membres. Et donc on va avoir exponentielle de ln de c est égal à exponentielle de moins 2,22. Et donc c0 est égal à exponentielle de moins 2,22. Donc déjà c'est bien, on a la concentration initiale en sucre. Sauf que c'est pas ça qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est la masse. Donc on va faire des petits calculs de quantité de matière de niveau première. Donc la quantité de matière c'est la concentration fois le volume. Donc on va voir n est égal à C0 fois V. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est la masse, et la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Et donc, la formule pour avoir la masse initiale, ça sera C0 fois V fois M. Et donc, dans notre cas, C0, on a calculé, ça vaut exponentielle moins 2,2, fois 1, puisqu'on a 1 litre de boisson, fois 180 qui est la masse molaire, et on obtient 19,5 grammes, qui correspond à environ aux 20 grammes de notre recette. Alors, pourquoi on n'a pas exactement la même chose? N'oubliez pas que généralement les balances de cuisine, hein, c'est au gramme près, hein, donc on ne peut pas avoir des
des résultats qui sont très précis. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Donc ensuite, on va s'intéresser au temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, donc c'est le temps au bout duquel la moitié de l'avancement maximal a été effectué. Il faut faire bien attention, c'est qu'au bout de 2 T1,5, on n'a pas le temps de réaction, hein. Donc ça, c'est l'erreur classique, hein. On peut vous poser des questions comme ça des fois, hein. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 T1,5? Si vous répondez qu'il reste plus de réactifs, ben, vous avez faux. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce temps de demi-réaction, il est lié à une formule mathématique, T1,5 est égal à ln de 2 sur K. Bon, ça peut se redémontrer, hein, ici on ne nous demande pas de le redémontrer. Si on avait dû le démontrer, il aurait fallu dire que C est égal à C0 sur 2. Voilà, et on le redémontre comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est retrouver la valeur de ce T1,5. Donc on a K, on a ln de 2, donc il suffit juste de faire l'application numérique, hein. Donc T1,5 est égal à ln de 2 sur K, T1,5 est égal à ln de 2 sur 5,34 fois 10 moins 6. Alors là, c'est pour ça que c'était important d'avoir l'unité de K, c'est bien des secondes moins 1, et donc le T1,5 sera en secondes, hein. Donc on va avoir T1,5 qui va valoir 1,3 fois 10 puissance 5 secondes. Et si je divise ça par 3600, ça nous donne 36 heures, soit 1 jour et demi. Alors dans la recette, il conseillait de le laisser à l'air pendant 24 heures. Donc c'est moins de T1,5. Donc si on nous demande de commenter la recette, si je laisse 24 heures, on aura moins de T1,5, donc il y aura plus la moitié du sucre qui sera encore présent. Si j'avais attendu 36 heures, il y aurait eu la moitié du sucre qui diminue. Alors le seul problème, c'est que ma boisson, si je la laisse, il y aura très rapidement plus de sucre. Donc premier choix, je laisse à température ambiante, mais je consomme très rapidement. Soit on va faire ce qu'on appelle simplement une sorte de trempe, hein, c'est-à-dire qu'on va diminuer la température pour jouer sur les facteurs cinétiques et donc arrêter la transformation, ou en tout cas la limiter fortement. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de 24 heures, on va plutôt le mettre au réfrigérateur, et du coup, ça va limiter les vitesses et donc de fermentation. Puisque n'oubliez pas que ce cas-là qu'on a déterminé, il est valable à une certaine température. Si je diminue la température, j'aurai pas le même cas et donc pas le même T1,5, hein. Donc ce qui est important, c'est de bien baisser la température pour la conservation de la boisson, sinon la fermentation va continuer et on n'aura plus de sucre. Dans cette troisième partie, sur l'exercice 1 de 2026, sur le kéfir, la boisson fermentée. Donc là, on va s'intéresser aux molécules, leur extraction et les identifications. Donc on a un goût acidulé pour cette boisson et on va essayer de voir d'où provient ce goût. Donc on vous donne 2 molécules et on va essayer de retrouver le spectre infrarouge associé à chacune des molécules. Donc vous avez du citral et vous avez de l'acide citrique. On nous fournit également la position des bandes pour les vibrations de certaines liaisons. Donc on a OH, CH, C-C et C-O. Et on vous donne également les spectres A et B, et il faudra savoir si ça appartient plutôt au citral ou à l'acide citrique. Donc déjà la première chose, ça va être de repérer, à mon avis, sur les molécules, les liaisons particulières, hein, qui vont se retrouver assez rarement. En tout cas, qui vont nous aider à l'identification. Donc si je regarde sur le citral, il a 2 particularités, hein. Il a un C-O, de la fonction aldéhyde, et on a un C-C. Donc on s'attend à avoir un pic autour de 1650 et d'avoir un pic autour, pareil, hein. Donc ces 2 pics, on devrait avoir du coup, pour cette molécule-là, 2 pics assez proches autour de 1700. Ensuite, pour la deuxième molécule, on a plus de liaisons particulières vu qu'on a plus de groupes caractéristiques. Alors on voit des groupes carboxyles un peu partout et un groupe hydroxyle, un seul, qui est en bas de la molécule. Donc la particularité de ces groupes carboxyles, ça va être un pic à 1700, comme on a vu tout à l'heure, pour le C-O, et généralement on a des bandes un peu plus larges pour le COH. C'est pas le même que le OH ici hydroxyle, attention, hein. Ici, ce OH hydroxyle devrait donner des pics encore différents, mais là on n'a pas de précision, on nous dit OH tout simplement, et on nous dit que c'est autour de 3200-3700. Donc on doit avoir plusieurs pics dans ces eaux-là qui vont représenter les différents OH. Alors ensuite, on nous propose CH. Alors CH, souvent, c'est pas intéressant puisque les lions CH va se retrouver dans toutes les molécules.
quasiment, et donc elle va pas nous permettre une identification, hein. Donc ce CH souvent est pas très utile. Alors ensuite, maintenant, on va regarder, nos spectres, hein, et retrouver qui est qui. Donc les pics en dessous de 3000, au niveau de 3000, donc ça c'est les pics du CH qui sont pas très utiles. Alors on le voit pas très bien dans le spectre B, mais il doit y en avoir, hein, par là. C'est pas très utile pour l'instant. On verra un peu plus tard quand même si ça peut pas aider de temps en temps. Ensuite, donc on s'attend à avoir un pic autour de 1700, donc ça c'est normal, hein. Alors le seul problème, c'est que les pics autour de 1700, on en a et pour le citral et pour, l'acide nitrique. Donc ça c'est un peu gênant, donc ça va pas trop nous aider pour le moment. Par contre, ce qui va changer, c'est dans le spectre B, on a ce pic ici, là, après 3000 centimètres moins 1, et là, du coup, bah, ça va être le OH, hein. Donc ça va être vraiment ce pic-là, là, qui va nous permettre d'identifier. Donc c'est lui, heu, avec ce double pic, hein, comme je vous ai dit, il y a 2 OH différents, hein. Le OH hydroxyle et carboxyle, c'est pas le même pic, et donc on a 2 pics pour les 2 OH. Et donc on a bien l'acide citrique qui sera le spectre B. Alors on va vérifier que le A correspond bien, hein. Donc on a bien le double pic qui correspondra au C doublon C et au C doublon O. Et je vais juste parler de ce petit pic ici là qui est intéressant, même si c'est pas demandé dans ce cas-là, mais c'est bien de savoir le faire. La particularité, c'est que les C ici, les C doublon C, ils auront des CH différents. On appelle ça des CH trivalents. Donc en gros, quand un carbone est trivalent, c'est-à-dire qu'il est lié uniquement à 3 autres atomes et non 4, mais la liaison CH, elle va vibrer différemment. Et du coup, on va avoir généralement un pic qui est un peu en dessous de 3000. Alors ça, c'est pas très utile dans notre cas là, mais ça peut être utile notamment pour différencier un aldéhyde d'une cétone. Pourquoi? Parce que sur un aldéhyde, on a un CH trivalent justement, ce qu'on appelle CH tri, qui n'est pas sur cétone. Donc ces petits pics-là, là, des fois, ils peuvent permettre de faire la différence entre aldéhyde et cétone. Donc ici, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est bien de savoir faire des spectres qui auraient pu être plus difficiles. Alors généralement au bac, c'est pas très compliqué les analyses, puisque généralement vous avez un pic qui est flagrant et qui va vous aider, hein. Donc là ici c'était le OH. Mais c'est bien de pouvoir prédire, de savoir faire mieux si jamais il y a des cas un peu plus complexes. Ensuite, on va passer à la question suivante. Alors ça pose des fois des problèmes aux élèves ces questions, parce qu'ils n'ont pas forcément les notions qui viennent souvent de la classe de première, hein. Donc là, on veut identifier les espèces, et pour cela, d'abord, il faudra les extraire. Donc on va rajouter un solvant extracteur. Donc nous, on veut un solvant extracteur qui va, parmi l'eau, l'acétate d'éthyle ou le cyclohexane, il va extraire 3 espèces simultanément: citral, acide citrique, limonène. Alors là, il faut un solvant qui extrait tout en même temps, c'est un peu compliqué. Généralement, c'est infaisable, et on va en parler un petit peu pourquoi après. Alors comment choisir un solvant? Alors il y a plein de critères, mais il y en a 2 essentiels, hein. Donc les 2 essentiels, c'est que le solvant extracteur, bah, déjà il doit être non miscible avec l'ancien solvant. Pourquoi? Parce que si j'ajoute, du solvant et qu'il vient se mélanger à l'ancien, on ne pourra pas enlever on ne pourra pas séparer les 2, donc aucun intérêt. Donc déjà le critère numéro 1, c'est que le solvant à ajouter, il doit être non miscible avec l'ancien. Et la deuxième critère qui est très important, c'est que la solubilité doit être élevée dans, des espèces à extraire dans le nouveau solvant, et même je rajouterai, on en parlera tout à l'heure, il faut qu'elle soit plus élevée que dans l'ancien solvant. Donc une fois qu'on sait faire ça, on va essayer de vérifier si on peut utiliser tel ou tel solvant pour extraire. Alors déjà, le critère de miscibilité. Est-ce que l'ancien solvant va se mélanger au nouveau? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la boisson kéfir, c'est une boisson aqueuse. Donc l'ancien solvant, c'est de l'eau. Alors, on ne peut absolument pas utiliser l'eau pour extraire une espèce qui est dans l'eau. Ça, c'est complètement absurde, hein. Donc déjà, l'eau, on l'enlève immédiatement. L'eau, on ne peut pas utiliser l'eau pour remplacer l'eau. Donc déjà, l'eau, on l'élimine. Cyclohexane et acétate d'éthyle, alors si on regarde dans le tableau des miscibilités, sont faiblement miscibles ou nullement miscibles avec l'eau. Donc du coup, on préférerait le cyclohexane, mais l'acétate d'éthyle fait l'affaire quand même, hein, puisqu'on a une miscibilité qui est faible. Donc
après le critère de miscibilité, il ne nous reste plus que 2 solvants possibles. Alors maintenant, on va regarder la solubilité. Il faut que les 3 espèces soient solubles dans le nouveau solvant. Alors, si je regarde le cyclohexane, malheureusement, l'acide citrique est insoluble dedans. Donc, on ne pourra pas extraire l'acide citrique. Alors, limonène, oui. Citral, oui. Mais acide citrique, non. Donc, on ne pourra pas utiliser le cyclohexane non plus. Alors, si je regarde maintenant l'acétate d'éthyle, limonène convenable, citral convenable et acide citrique grande. Bah donc, lui, ça va. C'est OK. Convenable, mais c'est pas fou, hein, convenable, convenable. Donc, on choisirait plutôt l'acétate d'éthyle, qui va pouvoir avoir et le critère de miscibilité et de solubilité, même si c'est pas fou, hein. Alors par contre, il y a un gros problème, hein, et là, il faut le souligner. C'est pour ça que dans ce sujet de bac, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, on va discuter après. C'est que l'acide citrique a aussi une grande solubilité dans l'eau, qui est l'ancien solvant. Alors ça, c'est un vrai problème parce que généralement, une espèce, elle va changer de milieu, elle va changer de solvant si la miscibilité dans le nouveau solvant est bien plus élevée. Donc en fait, là, on va très très mal extraire l'acide citrique, hein. Donc ça va pas être bon du tout, hein. Ça va pas être bon. Je pense pas qu'on puisse enlever l'acide citrique de l'eau avec de l'acétate d'éthyle. En tout cas, pas entièrement. Donc par défaut, on choisit l'éthanoate d'éthyle, mais c'est pas bien, hein. Là, généralement, ce qu'il faudrait faire, c'est alors une extraction, triple espèce extraite d'un coup, c'est pas possible. Donc là, moi, si je devais donner mon avis, bon, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est d'abord cyclohexane pour extraire le limonène et le citral, parce que le cyclohexane, il est parfait, hein. Il a une miscibilité nulle avec l'eau et il a une très grande miscibilité avec limonène et citral. Donc je ferai d'abord une extraction de ces 2 espèces. Et après pour, l'acide citrique, on va le laisser dans l'eau, hein, on ne peut pas l'enlever, il y a pas de c'est l'acide citrique qui va être un vrai problème d'extraction. Donc voilà, donc en tout cas par rapport au sujet de bac, vu que c'est tombé au bac, il aurait fallu choisir acétate d'éthyle qui était la seule, même si c'était pas extraordinaire, le seul qui remplissait les aspects. Alors la dernière question, c'était sur la chromatographie sur couche mince. Alors ça, c'est assez étonnant de mettre ce genre de questions. Vu que là, on a une question qui est niveau seconde, on va dire, je pense. On est au niveau seconde, c'est assez rare d'avoir des questions comme ça, surtout sur une dernière question d'exercice. Donc après l'extraction, on réalise une chromatographie sur couche mince pour analyser l'extrait. Alors on va mettre K qui sera notre extrait, et ensuite, comme on fait une chromatographie sur couche mince, le but, ça va être de mettre des témoins. Alors en témoin, on va mettre C, le citral, L, le limonène, et A, l'acide citrique, qui étaient les 3 espèces qui ont été extraites. En analysant le chromatogramme obtenu, déterminer l'espèce issue du citron que l'on retrouve dans la boisson, qui pourrait être responsable du goût. Alors, ce qui est important, c'est de regarder les hauteurs des taches. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que si 2 espèces sont identiques, elles sont à la même hauteur, hein, puisqu'elles vont migrer de la même façon. Donc là, on voit que la tâche de K est la même hauteur que la tâche A. Et en plus, la même taille des gouttes, tout est pareil. C'est pour ça que j'ai dit, ça me fait penser à des exercices de seconde, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Alors, on n'a qu'une seule tâche aussi pour K, ça veut dire que, en fait, on n'aura pas les autres. Donc, soit c'est un corps pur, ce qui n'est pas le cas, hein, soit on n'a pas pu révéler d'autres espèces. En tout cas, on n'en a révélé qu'une ici, qui sera du coup l'acide citrique. Donc exercice 2, la yaourtière. Dans une première partie, nous allons voir la fabrication des yaourts. Donc on vous dit que pour fabriquer 7 yaourts, il faut 700 ml de lait, 2 g de ferment lactique, et ensuite il y a une phase de chauffage et une phase de refroidissement. Donc le système, ça va être tous les ingrédients plus le pot. Et on va avoir 2 étapes. Une étape A pour laquelle on va chauffer l'ensemble et l'amener à une température de 43 degrés Celsius pendant un certain temps qu'on appellera ΔTA. Et ensuite une étape B où on va maintenir cette température pendant le reste, hein, puisqu'il faut un chauffage de 8 heures. Donc maintenir la température pendant le temps restant à 43 degrés et donc pendant un temps ΔTB. Et on nous donne tout un tas d'informations. Donc par exemple la conversion entre le kilowattheure et le joule. Donc on vous dit qu'un kilowattheure c'est 3600 kJ. On vous donne la puissance de la machine
Pour la chauffer, 150 watts et la puissance pour maintenir à température, 20 watts. Et ensuite, on vous donne la capacité thermique du système en joules par Kelvin, 4,3 kJ par Kelvin. La température de fabrication du yaourt, 43 degrés, ainsi que la température de l'air qui sera de 20 degrés. Dans cette première question, il va falloir montrer que l'énergie thermique Q chauffage transférée au système pendant la première étape est de 9,2 fois 10 puissance 4 joules. Pour cela, on va utiliser deux relations qui traitent de la variation d'énergie interne. Alors d'abord, vous avez le premier principe de la thermodynamique qui vous dit que delta U est égal à W plus Q. W, c'est le travail et Q, transfert thermique. Alors ici, on n'a aucun apport d'énergie sous forme de travail. Donc le travail est nul et donc on aura delta U est égal à Q. Ensuite, on a une deuxième relation avec l'énergie interne qui dit que l'énergie interne est proportionnelle à la variation de température, c'est-à-dire que delta U est égal à C fois delta θ. Alors si on rapproche ces deux formules, on obtient Q est égal à C delta θ. Alors delta θ, c'est la variation de température, donc ça sera la température finale moins la température initiale, et donc on va avoir Q est égal à C θ fab moins θ ambiant. Et donc on aura Q est égal à 4 fois 10 puissance 3, facteur de 43 moins 20, et ça vaut bien 9,2 fois 10 puissance 4 joules comme demandé dans la question. Ensuite, on va nous demander de calculer ce delta TA en supposant que 85% de l'énergie électrique qui va être fournie sera utilisée pour chauffer notre système. Et on vous demande de déduire ensuite que delta TB, ça vaut bien 7 heures et 50 minutes. Alors d'abord le flux thermique. Qu'est-ce que ça va être le flux thermique? Ça va être 85% de la puissance fournie par l'appareil. Donc on a phi est égal à 85% fois PA. Ensuite, on connaît aussi une relation entre le flux thermique et l'énergie. Donc l'énergie, c'est la puissance fois le temps, et donc on va avoir Q qui va être flux fois delta TA. Et donc on aura Q qui sera égal à 0,85 fois PA fois delta TA. Alors si on modifie cette formule pour obtenir delta TA, on aura delta TA qui est égal à Q sur 0,85 PA. Et en faisant l'application numérique, on aura delta TA est égal à 9,2 fois 10 puissance 4 divisé par 0,85 fois 150. Et on obtient delta TA est égal à 722 secondes, soit 12 minutes. Ensuite, maintenant, il va falloir trouver delta TB. Donc on sait que le chauffage total, il dure 8 heures. Donc delta T est égal à delta TA plus delta TB. Et donc delta TB, ça sera delta T moins delta TA. 8 heures moins 12 minutes, ça fait 7 heures 48 minutes, soit environ les 7 heures 50 minutes qui ont été demandées de vérifier. Alors ensuite, dans la dernière question, donc c'est assez original, assez sympathique, on va vous demander si c'est intéressant de fabriquer ces yaourts tout seul, à la maison. Donc on vous dit que certaines personnes fabriquent leurs yaourts eux-mêmes pour des raisons économiques. Donc on vous donne le prix d'un kilowattheure d'électricité 20 centimes, le prix d'un litre de lait 1,05 €, le prix des ferments 0,64 € et le prix d'un yaourt dans la grande distribution, on a 0,35 €. Donc pour cela, il va falloir essayer de retrouver le prix d'un yaourt fait maison et le comparer au yaourt qui a été créé, qui a été acheté. Alors, il y aura trois choses à calculer, donc le prix du lait, le prix des ferments et le prix de l'électricité. Alors tout d'abord, le prix de l'électricité, donc on va devoir chauffer dans l'étape A et chauffer dans l'étape B. Et donc on va calculer le coût de l'étape A et le coût de l'étape B. Alors, l'énergie, pour calculer l'énergie, c'est des kilowattheures. Donc on va payer en kilowattheures, donc il va nous falloir des puissances en kilowatts et des temps en heures. Donc nous, ce qu'on nous dit, c'est que delta TA, ça valait 12 minutes. Donc 12 divisé par 60, ça fait 0,2 heures. Et l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc on aura EA qui sera égal à PA fois delta TA. Donc on met 150 fois 10-3 kW, hein, on le met bien en kilowatts, fois 0,2 heures, ce qui fait 3 fois 10-2 kWh. Ça, c'est pour l'étape de chauffage A. Pour l'étape B, du coup de maintien, on va avoir delta TB, ça va être 8 heures moins les 0,2 heures de delta TA, hein, donc ça fait 7,8 heures. Donc on a EB qui va être PB fois delta TB, 20 fois 10-3 kW,
fois 7,2 heures qui vaut 1,6 fois 10 moins 1 kWh. Si on additionne tous les deux, E ça fait EA plus EB est égal à 0,19 kWh. Alors le prix d'un kilowattheure, c'est 20 centimes. Donc si je fais 0,19 fois 0,20, on a 0,038 euros, c'est-à-dire même pas 4 centimes. Alors maintenant pour le prix des ingrédients. On a 700 millilitres de lait, donc ça va faire 0,7 litres fois 1,05, ça fait 0,74 euros. Pour les ferments lactiques, il faut un sachet entier, et donc on a 0,64 euros. Donc le prix total pour cette pot, ça va être donc le prix de l'électricité 0,038 plus 0,74 plus 0,64, ce qui fait 1,42 euros. Et donc pour un prix total unitaire, on va diviser par 7, donc on aura le prix qui vaudra 1,42 divisé par 7, soit 20 centimes. 20 centimes qui est inférieur aux 35 centimes. Donc on va faire une économie de 15 centimes sur un pot. Alors est-ce que c'est intéressant? Une machine, ça vaut à peu près dans les 30 euros. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une famille où vous êtes 4 par exemple, et que vous mangez un yaourt par jour, ça vous fait une économie de 60 centimes par jour. Pour arriver à 30 euros, il faut 50 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, vous avez rentabilisé votre machine si vous le faites chez vous. Alors dans la deuxième partie, on va s'intéresser au refroidissement des yaourts dans le réfrigérateur. Nous avons notre yaourt qui est à 43 degrés, on va le refroidir jusqu'à la température du réfrigérateur. Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la loi de Newton. Phi est égal à HS θ moins θ réfrigérateur. On vous dit que H, c'est le coefficient de transfert thermique surfacique qui vaut 10 watts par mètre carré par Kelvin. On vous donne la surface du pot et on vous donne la masse du système. Température du réfrigérateur 4 degrés. Température initiale, alors on ne le met pas tout de suite dans le frigo puisqu'on attend un petit peu qu'il soit 30 degrés. Et ensuite, la capacité thermique massique du système, 2,5 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors dans un premier temps, on va nous demander de nommer 3 modes de transfert permettant le refroidissement du système. Alors, d'abord on a la conduction, la conduction de proche en proche, le corps le plus chaud va donner de l'énergie au corps le plus froid et donc le yaourt va transférer de proche en proche avec, avec toutes les molécules qui sont dans l'air, va donner de proche en proche son énergie. La convection, donc ça c'est lié au mouvement, donc s'il y a des mouvements d'air dans le réfrigérateur, les mouvements du fluide vont participer aussi, au transfert thermique. Alors il y a aussi le rayonnement, donc tout corps, chaud va émettre, un rayonnement. Alors là, comme on est sur de l'ordre de la dizaine de degrés, ça sera un rayonnement infrarouge. Alors pour la suite du calcul, on négligera ce rayonnement infrarouge, ce qui est pas forcément, judicieux, mais là on est obligé, sinon les calculs sont trop compliqués, on en parlera dans la dernière partie. Donc on vous demande de calculer le flux thermique initial, phi 0, cédé par le système, à l'instant t égale 0, et indiquer en justifiant comment va varier ce flux au cours du temps. Alors, si on reprend la formule de la loi de Newton, donc on va avoir du coup phi 0 qui sera égal donc à hs, et donc du coup au lieu d'avoir θ, on aura donc θ 0 moins θ réfri. Alors θ réfri, ça ne changera pas, puisque c'est ce qu'on appelle un thermostat. Un thermostat, c'est la température donc, du réfrigérateur qui sera stable pendant toute la durée, peu importe les transferts thermiques. Donc celui-ci, il va être constant. Et donc si je fais l'application numérique, on aura phi 0 est égal à 10 fois 0,019 fois 30 moins 4 qui vaut 4,9 watts. Alors pour les unités, attention, c'est une puissance, un flux est une puissance, donc c'est des watts. Donc maintenant, on va essayer de voir comment va évoluer phi au cours du refroidissement. Donc on a θ qui sera toujours plus petite que θ 0. Pourquoi? Parce que c'est un refroidissement. Donc si je soustrais la température du réfrigérateur, je vais avoir θ moins θ réfri qui sera plus petit que θ 0 moins θ réfri. Et si je multiplie par hs qui est positif, donc je vais avoir hs fois θ moins θ réfri qui sera plus petit que hs fois θ 0 moins θ réfri. Et ça, on reconnaît, on a donc du coup phi qui sera plus petit que phi 0. Donc forcément, le flux va diminuer. D'accord? Puisque ça c'est logique, puisque le flux
est proportionnel à l'écart de température entre le système et le thermostat, et donc à partir du moment où on se rapproche de la température du thermostat, c'est logique que le flux diminue. Alors maintenant, il va falloir trouver la température du système après un temps très long et montrer que l'énergie thermique perdue est de 12 kJ. Alors, la température, alors l'ordre de refroidissement, c'est assez facile. La température finale, c'est toujours celle du thermostat. Donc pour θ infini, ça sera θ réfrigéré, donc 4 degrés. Alors maintenant, si on veut retrouver les 12 kilojoules, on va repartir sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la variation de l'énergie interne. Donc delta U, comme tout à l'heure, ça vaut W plus Q. On a toujours W qui va être nul, donc on aura toujours delta U égale Q. Et on va avoir delta U qui va être égal à MC delta T. Alors attention, cette fois-ci, c'est pas directement C fois delta T. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, c'est la capacité thermique massique, c'est-à-dire pour 1 kg. Donc il va falloir multiplier par la masse. Donc on fait attention entre petit c et C majuscule, hein. C minuscule, il faut multiplier par la masse. C majuscule, il n'y a pas besoin. Donc là, il fallait faire attention à ça par rapport à la question d'avant. Donc ici, on va avoir donc, en rapprochant les deux formules, Q est égal à MC θ réfri moins θ0, puisqu'on on veut le refroidissement total. Donc il faut partir de la température initiale. Et si je remplace, et si je fais l'application numérique, je vais retrouver 0,19 fois 2,5 fois 10 puissance 3 fois 4 moins 30. Et on va retrouver une valeur négative, hein. On va trouver Q est égal à moins 1,2 fois 10 puissance 4 joules. Alors nous, on nous demande, on nous dit de montrer que la valeur perdue, d'accord? Donc une valeur perdue, c'est normal que Q soit négatif. Donc un Q négatif qui vaut 12 kilojoules, c'est bien une énergie perdue de 12 kilojoules. Ensuite, on va vous demander de calculer la durée delta T0 qui serait nécessaire si on avait finalement un flux constant et qui est égal à phi 0. Alors c'est pas vrai, hein, puisque phi, on a dit que ça diminuait. Donc, on a toujours notre relation flux-énergie, Q est égal à phi0 fois delta T0, et donc delta T0, ça vaut Q sur phi0. 12 fois 10 puissance 3 divisé par 4,9, c'est la valeur en watts qu'on avait trouvée tout à l'heure, et on trouve 2,4 fois 10 puissance 3 secondes, qui vaut 41 minutes. Alors 41 minutes, c'est très faible, hein, pour un refroidissement. D'ailleurs, dans la recette, il disait qu'il fallait 2 heures au réfrigérateur. Alors cette fois-ci, on va voir la variation de température au cours du temps et on va montrer que l'évolution du système, alors là, on ne va pas travailler sur la formule, on va tout donner directement. Dans certains exercices, on va travailler sur la formule, pas là. Donc on vous dit que θ de t, ça vaut θ0 moins θ réfri fois exponentielle de moins t sur taux plus θ réfri. Et on vous dit que taux, ça vaut mc sur hs. Alors on va vous demander de tracer l'évolution de la température en fonction du temps. En indiquant les températures initiales et finales, faire apparaître une méthode graphique de détermination de taux. Alors, quand on regarde cette formule, alors c'est une exponentielle décroissante. C'est une exponentielle décroissante, on a un exponentielle de moins t sur taux. On connaît la température initiale qui va être 30 degrés, on connaît la température finale qui va être 4 degrés. Et donc il va falloir tracer une exponentielle décroissante qui va de 30 jusqu'à 4. Voilà, donc on a à peu près ce genre de forme-là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de tracer l'asymptote avant à t est égal à 4 degrés. Comme ça, on voit vers quoi on va tendre, hein. On va tendre vers une droite qui va être horizontale à θ égale 4 degrés, en partant de θ0 égale 30. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous dit, est-ce qu'on peut prévoir graphiquement taux? Alors pour cela, il y a deux méthodes que je vais vous expliquer. Il y a une méthode qui est plus simple que l'autre, mais il y a une méthode qui est plus précise que l'autre aussi. Donc la méthode, avec les droites. Donc on vient de tracer déjà l'asymptote, pour, les temps qui sont très grands. Donc on a l'asymptote horizontale, θ est égal à 4 degrés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir plutôt en plus, pardon, tracer la tangente à l'origine. Donc la tangente à l'origine, donc on essaie de faire une droite tangente à la courbe, c'est assez compliqué de trouver quelque chose de bien, hein. Et le point d'intersection avec cette droite, entre cette droite et l'asymptote, ça va nous donner un point, et ce point, on va repérer son abscisse, qui sera tau. Voilà, donc tau, c'est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote pour les grands temps
et la tangente à l'origine. Voilà, on retrouve taux de cette façon. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, on a une deuxième méthode, mais qui demande un calcul préalable, qui est plus précise que la première, je trouve, mais ça demande des calculs avant. Alors nous, on va prendre un cas particulier quand t égale taux. Quand t égale taux, l'exponentielle de moins t sur taux, ça vaut exponentielle de moins 1. Et exponentielle de moins 1, si je tape à la calculatrice, ça vaut 0,37. Si je remplace dans ma formule, je vais avoir que θ de taux, ça vaut θ0 moins θ réfri fois 0,37 plus θ réfri. Et si je remplace, et si je fais le calcul, je vais trouver que θ de taux, ça vaut 30 moins 4 fois 0,37 plus 4. Et ça vaut 13,6 degrés Celsius. Et donc là, je vais tracer la droite horizontale. θ est égal à 13,6 degrés Celsius. Et elle va couper la courbe à un point. Et ce point-là, ben, son abscisse, c'est taux. Et d'ailleurs, si on regarde les deux méthodes, on va retrouver le même taux, hein. Donc ça, c'est une droite qui a été tracée à l'ordinateur, donc évidemment, on tombe exactement dessus. Si vous devez le faire à main levée, de toute façon, vous avez qu'une des deux méthodes à choisir, hein. Donc, peu importe laquelle méthode vous avez utilisée parmi les deux, ça sera valable. À partir du moment où on a une exponentielle décroissante et qu'on a une tangente à l'origine à peu près correcte, hein. Voilà. Une dernière remarque, pour 5 taux, normalement, si tout se passe bien, pour 5 taux, c'est le moment où on atteint la fin du refroidissement, en tout cas, où il y a quasiment plus d'évolution. Donc là, on voit bien que dans notre courbe, si on fait taux fois 5, on a bien la température du système qui à peu près est égale à la température du thermostat. Et enfin, on doit comparer la valeur de taux à celle de delta T0 obtenue dans la question 7 et faire un commentaire. Donc on nous donne la formule de taux, MC sur HS. Donc si je fais l'application numérique, donc M c'était 0,19 fois 2,5 fois 10 puissance 3 sur 10 fois 0,019. Et bien là, tiens, on n'avait même pas besoin de la calculatrice, puisque si je fais 0,019 fois 10, on a 0,19 qui simplifie. Et donc on a directement 2,5 fois 10 puissance 3 secondes, ce qui vaut 42 minutes. Et tiens, les 42 minutes, tout à l'heure, on avait trouvé taux qui valait 41 minutes, delta T0 qui valait 41 minutes. Donc, on a taux qui va à peu près delta T0. Alors là, on pourrait se dire, bravo, bravo, parfait, ça marche. Alors, ah non, attention, attention. Delta T0, c'est un temps de refroidissement. Et si je veux un temps de refroidissement, il faut faire 5 taux. Donc, en fait, le 5 taux, c'est 3,3 heures, hein, 3,5 heures. Donc, 3h30 et donc 42 minutes. Donc en réalité, le refroidissement est 5 fois plus lent que l'hypothèse où phi restait constante à phi 0. Donc c'est 5 fois plus lent. Alors, par contre, si je regarde dans ma recette, il y a marqué laisser refroidir les pots pendant 2 heures et non pas 3,5 heures. Alors pourquoi? Il y a aussi, alors déjà parce que c'est une recette de cuisine, donc c'est pas de la physique parfaite, hein. Et en plus, dans notre modèle, hein, faut pas oublier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a négligé le rayonnement et attention, hein, toute perte d'énergie doit compter. Et donc, il y a aussi un refroidissement qui va être accéléré par le flux par rayonnement. Exercice numéro 3, le satellite TESS. Le sujet débute par un court texte de mise en contexte. On y apprend que les exoplanètes sont des planètes en orbite autour d'une étoile et que le satellite TESS a permis de découvrir le système planétaire TOI 270, composé notamment des exoplanètes 1 et 2 en orbite autour de l'étoile E. L'objectif est d'étudier ce système planétaire en supposant que les mouvements des exoplanètes 1 et 2 autour de l'étoile sont circulaires uniformes et que leur interaction est négligée. Le sujet fournit également plusieurs données utiles, comme la constante de gravitation universelle, des approximations mathématiques, ainsi que les rayons, les périodes de révolution et les masses de différents astres. Dans cette première partie, nous allons étudier le mouvement de l'exoplanète numéro 2 dans le référentiel galiléen et en utilisant le repère de Freinet. Question 1. Exprimez la force d'attraction gravitationnelle notée F exercée par l'étoile E sur l'exoplanète 2 en fonction de M2, ME, G, R2 et UN. Alors la formule qu'il faut connaître sur cette force gravitationnelle, donc ça va être G fois ME, la masse de l'astre attracteur, fois M2, la deuxième masse, sur la distance entre les deux. Et si je regarde sur le schéma, la distance entre les deux, ça va être R2 au carré.
Alors, il n'y a pas de difficulté là-dedans, sauf le vecteur unitaire. Si je regarde notre astre, il va être attiré, donc la flèche, elle va être vers E, et donc dans le même sens et dans la même direction que le vecteur UN. Et donc nous aurons le vecteur F, qui sera GME fois M2 sur R2 carré fois le vecteur unitaire UN. Ensuite, la question 2. En utilisant la deuxième loi Newton, établir l'expression de la vitesse 2 de l'exoplanète en fonction de G, ME et R2. Alors pour cela, on va utiliser donc deux approches pour décrire l'accélération. Donc on a une approche dynamique qui est imposée, on nous dit utiliser la deuxième loi Newton, et on aura aussi une approche cinématique. Alors pour la première approche dynamique, alors ce qui est important, c'est qu'avant de lancer la deuxième loi de Newton, il faut quand même écrire deux, trois petites choses, hein. Donc d'abord, il faut bien insister et dire que le référentiel est bien galiléen. Ensuite, on dit que le système, c'est l'exoplanète 2 de masse M2. On explique qu'il n'y a qu'une seule force qui va agir sur le système, c'est la force F. Et là, maintenant, on va pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette deuxième loi? C'est que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système, donc M2, fois l'accélération. On va l'appeler A2 puisque c'est l'accélération de l'exoplanète 2. Et comme il n'y a qu'une seule force, on aura vecteur F qui est égal à M2 fois A2. Alors on a exprimé le vecteur F tout à l'heure, donc ça va être G ME M2 sur R2 carré fois UN est égal à M2 vecteur A2. Et on peut simplifier M2, donc on divise par M2 les deux membres de l'égalité et on aura A2 qui serait égal à G ME sur R2 carré UN. Alors ce qui est intéressant, c'est toujours le cas, hein, c'est que l'accélération ne dépend pas de la masse de l'astre qui tourne, uniquement de la masse du corps attracteur et la distance à laquelle il se trouve de lui. Donc maintenant, on va exprimer l'accélération à 2, mais d'une autre façon, une façon cinématique. Alors c'est quoi la cinématique, hein? C'est on va étudier les mouvements sans s'intéresser aux causes. Donc voilà, alors on sait qu'on a un mouvement qui est circulaire. Et pour un mouvement qui est circulaire, on aura une accélération du type A est égal à AN plus AT, c'est-à-dire l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Alors la formule, il faut la connaître, hein. L'accélération normale, c'est V carré sur R UN. Et l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse fois UT. Alors là, on a une information qui est importante. On nous dit que les trajectoires sont circulaires et uniformes. Alors si c'est uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse, elle est identique au cours du temps, c'est-à-dire que la dérivée temporelle, elle est nulle. Et donc, on a A2 qui va être égal à V2 carré sur R2 fois UN. Alors maintenant, on peut regrouper les deux formules. Et il va venir GME sur R2 carré fois UN est égal à V2 carré sur R2 fois UN. Alors, on peut faire des simplifications, on peut diviser par le vecteur unitaire UN, on peut aussi multiplier par R2, et il ne restera plus que G fois ME sur R2 est égal à V2 au carré. Et en prenant la racine carrée, on obtient V2 est égal à racine de GME sur R2. Question 3. Établir que la masse ME de l'étoile est donnée par la relation ME est égal à 4pi carré R2 au cube sur G T2 au carré. Alors comme pour tout à l'heure, on a fait deux approches pour l'accélération, là on va faire deux approches pour la vitesse. Donc là, on a déjà une première formule, V2 c'est racine de GME sur R2, qu'on vient de trouver dans la question 2. Et ensuite, on va prendre une approche différente, un calcul de vitesse classique. Moi, quand je fais un calcul de vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Donc V2 est égal à D sur delta T. Alors, ce qui est important, c'est que ce T2, c'est la période de révolution. C'est le temps pour faire un tour complet. Donc la distance pour faire un tour complet, c'est le périmètre d'un cercle, c'est 2pi R2. Et donc le temps pour faire le tour, ça va être T2. Et donc on aura V2 qui sera égal à 2pi R2 sur T2. On peut maintenant rassembler ces deux formules et on aura donc 2pi R2 sur T2 est égal à racine de GME sur R2. Si on met les deux membres au carré, il vient 4pi carré R2 carré sur T2 carré est égal à GME sur R2. Et en isolant le terme ME, en multipliant par R2 et en divisant par G, on obtient 4pi carré R2 au cube sur G T2 carré. Question 4. Vérifiez que la valeur de la masse ME déduite dans cette relation est voisine de celle indiquée dans le tableau. Donc, ME, en faisant l'application numérique, ça vaut 4pi carré fois
1,08 fois 10 puissance 10 au cube. Alors attention, dans les données, on a des rayons en kilomètres. Donc, on ne met pas 10 puissance 7, mais bien 10 puissance 10 pour avoir le tout en mètres. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Ensuite, sur 6,67 fois 10 moins 11, qui est donné dans l'énoncé, multiplié par, alors attention, on a T2 en jours, donc de la même façon, on va mettre ça en secondes. Donc ça va être 11,4 fois 24 pour l'avoir en heures, fois 3600 pour l'avoir en secondes. Et le tout au carré, on n'oublie pas le carré, et on obtient 7,69 fois 10 puissance 29 kg. Et sur dans le tableau, on a bien la même valeur, hein, 7,68 fois 10 puissance 29 kg. Question 5. En utilisant la troisième loi de Kepler et les données R1, R2 et T2 relatives aux exoplanètes, déterminez la période T1, exprimée en jours terrestres. Alors, pour les lois de Kepler, alors avant de voir la troisième loi de Kepler, il faut faire un petit rappel sur la première loi, hein, qui va être importante ici. Donc la première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, les exoplanètes elles vont avoir des trajectoires elliptiques et que un des deux foyers, ça va être le corps attracteur, donc E. Et la plus grande distance qu'on peut mesurer dans cette ellipse, c'est ce qu'on appelle le grand axe, qui vaut 2 fois A. Voilà, ça va être important pour ce A. Alors la troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette fois-ci? Elle va nous dire que la période de révolution au carré, divisée par le demi-grand axe au cube, c'est constant pour toutes les planètes ou tous les corps qui vont tourner autour du même corps attracteur. Ça, c'est important, hein, ça reste constant. Si on est autour du même corps attracteur, E. Alors nous, ici, on n'a pas des trajectoires elliptiques, hein, on a des trajectoires circulaires, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que si je dessine un cercle, finalement, l'équivalent du grand axe, ça serait le diamètre, et l'équivalent du demi-grand axe, du coup, ça serait le rayon. Et donc, finalement, on va avoir exactement la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir t carré sur a au cube égale constante, on aura t carré sur r au cube égale constante. Donc t1 au carré sur r1 au cube sera égal à t2 au carré sur r2 au cube. Si on isole t1 carré, on aura t1 carré qui sera égal à r1 au cube fois t2 carré sur r2 au cube. En regroupant les termes en r, on obtient t1 au carré est égal à t2 au carré fois r1 sur r2 au cube. Et pour avoir du coup t1, on va prendre la puissance 1/2 de chaque membre. Donc on aura t1 qui sera égal à t2 fois r1 sur r2 puissance 3/2. Alors ceux qui sont pas à l'aise avec les puissances 3/2, on aurait pu prendre la racine carrée de tout ça, hein. Bon, moi je trouve plus simple avec les puissances 3/2. Et si je fais l'application numérique, on trouve T1 est égal à 11,4. Alors on laisse en jours, on n'est pas obligé de changer. Pourquoi? Parce que du coup on aura T1 directement en jours, hein. Donc T1 ce sera 11,4 fois 6,77 fois 10 puissance 6 sur 1,08 fois 10 puissance 7. Alors de la même façon, hein, on peut laisser en kilomètres, ça ne pose pas de problème puisqu'on va avoir des kilomètres sur des kilomètres et les unités vont s'annuler. Et donc le tout à la puissance 3/2 et on obtient directement 5,66 jours. Alors pour la deuxième partie, on va essayer de voir une méthode pour retrouver la période de révolution de l'exoplanète. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand une exoplanète passe devant une étoile, une partie de la lumière de l'étoile ne va pas pouvoir nous parvenir. Et donc, ça va faire une sorte d'éclipse, hein, de mini-éclipse, et du coup, elle va perdre en luminosité. Alors, elle va perdre très très peu, hein, mais elle va perdre un petit peu, et avec des appareils qui sont sophistiqués, on va pouvoir retrouver cette perte d'énergie. Donc, c'est une méthode qui est très, très intéressante, mais alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des schémas à s'approprier, mais on va essayer de voir ça tranquillement. Donc on vous dit que la puissance lumineuse de l'étoile, elle va être diminuée d'une certaine valeur, delta P lum, et donc ça vaut R1 sur RE au carré. Alors très bien, puisque si on a delta P lum, on va pouvoir retrouver R1, et ça va être le but de la question. Donc question 6, indiquez qualitativement l'influence de la taille de l'exoplanète sur la diminution delta P lum de la puissance lumineuse relative reçue par la caméra au cours d'un transit. Alors on va prendre R1' et on va considérer que R1' est plus grand que R1. Alors si R1' est plus grand que R1, du coup R1' sur RE sera plus grand que R1 sur RE. Et si je prends le tout au carré, vu que ce sont des valeurs positives, donc je vais avoir 1 R1' sur RE au carré,
qui sera plus grand que R1 sur RE au carré. Et là, on reconnaît du coup la puissance lumineuse, hein, de delta P lum, et donc on aura delta P lum prime qui sera plus grand que delta P lum. Et donc si R1 augmente, du coup delta P lum augmente aussi. Ce qui est logique, hein, plus la planète sera grande, et plus elle va cacher, et donc plus on aura une perte de lumière, hein. Tout à fait logique. Alors maintenant, on doit vérifier que le rayon R1 de l'exoplanète 1 vaut 1,7 fois 10 puissance 4 km. Donc on a la formule delta P lum qui vaut R1 sur RE au carré. Et donc, si j'isole R1 au carré, on aura R1 carré qui sera égal à RE au carré fois delta P lum. Et donc pour avoir R1, on va faire RE fois racine de delta P lum. Alors le seul problème, c'est qu'on n'a pas delta P lum, il va falloir le retrouver grâce au schéma qui est donné. Alors si je regarde sur mon schéma, on va avoir une puissance normale qui va être de 1, hein, c'est logique, et ensuite, quand la planète passe devant, on va descendre à 0,996. Et donc on va avoir un delta P lum qui va être 1,00 moins 0,996. Et donc on va avoir R1 qui sera égal à 2,63 fois 10 puissance 5 fois racine de 1 moins 0,996. Et on retrouve bien R1 est égal à 1,7 fois 10 puissance 4 km. Alors pourquoi on a directement des kilomètres? Puisqu'on avait laissé RE en kilomètres, pas besoin de faire de conversion. Question 8. En utilisant les figures 2 et 3, et sachant que l'angle alpha est très petit devant 1 radian, estimez la valeur de la période T1 de révolution de l'exoplanète 1 que l'on veut déduire des observations et commenter. Et ensuite, on met le candidat est invité à prendre des initiatives, etc. Alors ça veut dire que c'est des questions qui sont un petit peu compliquées, et ça tombe bien parce que c'est la dernière question de l'exercice, et donc forcément, on nous demandera de travailler un petit peu plus. Alors, on va essayer de regarder toutes les informations qu'on peut tirer des images 1 et 2, retrouver un petit peu des delta t, des angles, etc. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors, le plus simple d'abord, la période de transit. Alors, si je regarde, on va avoir un début TI de transit et une fin de transit TF. Alors, on peut faire la soustraction entre les deux, hein. Donc, delta t sera TF moins TI, qui vaut, si je regarde bien les graduations, 0,8 moins 0,8, attention, ce qui fait un delta t qui vaut 1,6 heures. Ça veut dire qu'en fait, la planète, elle met 1,6 heures à passer devant l'étoile. Ça, c'est la première info qui va nous être utile pour tout à l'heure. Ensuite, si on essaie d'analyser ce gros schéma, qui a l'air très compliqué comme ça, mais peut-être on peut s'en tirer, on va avoir des informations qu'il va falloir extraire, et notamment c'est l'angle alpha, hein, qui va m'intéresser là-dedans. Et cet angle alpha, si je regarde bien, je peux imaginer un triangle rectangle dans lequel on aurait R1, hein, qui serait donc l'hypoténuse de ce triangle, et on aurait le côté opposé au triangle rectangle, qui serait R1 plus RE. Alors ça c'est super, pourquoi? Parce que, bah, en fait, si je connais le côté opposé et l'hypoténuse, je peux en déduire le sinus de l'angle, hein. Donc sinus alpha, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc, si je remplace, ça va faire sinus alpha est égal à R1 plus RE sur R1. Alors attention au grand R au petit r, hein. On a grand R qui va être le rayon de l'orbite, alors que petit r, ça va être le rayon de la planète. Donc on ne confond pas le petit r et le grand R, hein. Alors nous, ce qu'on nous dit, c'est que l'angle est tout petit devant un radian, et donc en radian, on a alpha qui va être égal à sin alpha, et donc alpha qui vaut R1 plus RE sur R1. Alors à partir de ces deux documents, donc on a extrait deux choses importantes, delta t et alpha. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça? Alors ce qui est très important, c'est qu'alpha est en radian, hein. Ça c'est très très important. Si pour une durée T1, c'est-à-dire le temps pour faire un tour complet, on va faire un tour complet en angle, et ça, un tour complet en angle, ça va être 2π. Donc ce qui est important, c'est que si la planète, elle balaye un angle de 2π, il va lui falloir un temps T1. Sauf que nous, ce qu'on connaît, c'est pas T1, c'est delta T qui est le temps de transit. Et ça, c'est pour balayer, si je regarde bien si je regarde bien sur mon schéma, ça va balayer 2 fois alpha. Et donc, on va avoir un tableau dans lequel on a T1 qui va donner 2π et delta T qui va donner 2 alpha. Et donc là, on va pouvoir, par ce tableau-là, retrouver la valeur de T1, hein.
T1 égale à 2 pi fois delta t sur 2 alpha. Alors on peut diviser par 2 pour simplifier. On a T1 est égal à pi fois delta t sur alpha. Et on va remplacer par la valeur de alpha. Hein, et donc on a T1 qui vaut pi fois delta t sur R1 plus RE sur grand R1. Et donc T1 qui est égal à pi fois delta t fois grand R1 sur R1 plus R2. Et en faisant l'application numérique, il vient que T1 est égal à pi fois 1,6 fois 6,77 fois 10 puissance 6 divisé par 1,7 fois 10 puissance 4 plus 2,63 fois 10 puissance 5. Alors, on peut laisser tous les rayons en kilomètres. Par contre, on fait très attention, on a mis delta t en heures, ce qui veut dire que T1 sera exprimé en heures. Si je fais calcul, je trouve 121 heures. Donc on fait très attention aux unités. Hein. Et donc 121 heures, ça fait 5,1 jours. Dans la méthode précédente, on avait trouvé 5,65 jours. Donc c'est l'ordre de grandeur, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On a 10% d'erreur à peu près. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a calculé tout à l'heure.